Pour moi, la question était double, prendre une place, s'exprimer dans un journal national, mais aussi humain. Et je me suis dit en venant ici que c'était exactement ce qu'il fallait faire. Parce que je suis née dans un pays communiste et je me considère souvent comme une enfant d'une Europe blessée, avec le communisme, avec l'exil, avec toutes sortes de choses qu'on subit, dont on n'est pourtant pas vraiment les victimes, mais dont on porte des stigmates, et en même temps dont on porte aussi énormément d'éléments forts qui vous soutiennent toute la vie. Et le 8 mars est cette chose positive que j'ai acquis dans mon pays au moment où personne ne parlait du 8 mars. Je me suis rendu compte ultérieurement que l'Europe ne devait accepter cette célébration qu'en 1977, la France en 1982, et moi, depuis mon enfance, le 8 mars faisait partie des grands moments de ma vie. C'est-à-dire qu'on nous disait, vous les femmes, vous êtes quelque chose. Le mot d'égalité, de parité n'existait pas, mais cette espèce de reconnaissance de nos qualités était absolument à l'ordre du jour. Il se trouve que dans ma famille, mon père était aussi très féministe avant la lettre, donc je suis un peu pétrie de cet esprit de valorisation de l'élément féminin à partir du 8 mars. Et j'ai vu qu'en France, le Parti communiste a toujours été très favorable à cela. Quelles que soient nos différences en politique intérieure ou extérieure, avec quelqu'un comme Madame Georges Buffet par exemple, c'était pour moi une femme qui a toujours défendu le droit des femmes, les droits des femmes. Donc je trouvais que ma place était de montrer ici cette continuité que vous avez avec cette grande cause humaniste en fait, et d'émancipation. Pas des plus faibles, parce que les femmes, contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas le sexe faible. Maintenant, on se rend compte que le sexe masculin est beaucoup plus faible et que nous, on se débrouille relativement mieux. Mais c'était important de reprendre cette idée de l'émancipation féminine dans un journal et dans une mouvance de l'opinion française qui, je crois, ne l'avait jamais perdu de vue. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, nationalement, ça doit être mis en valeur? Je dis oui, parce que évidemment la parité progresse, il y a un secrétariat d'État concernant les femmes, c'est peut-être un ministère, je ne sais plus, le ministère des droits des femmes. Madame Vallaud-Belkacem fait un bon travail, mais on sent que, et on sait, que quand il y a une fragilisation du tissu social, quand il y a des situations de crise, quand il y a des situations de guerre qui sont un peu partout, c'est les femmes qui portent le gros de l'attention. Elles sont victimes, elles sont exposées, et même dans les démocraties avancées, on vient de le voir tout à l'heure en faisant le programme, les femmes qui ne bénéficient pas de l'IVG ou qui en bénéficient de manière de plus en plus coûteuse sont parmi les victimes de la crise. Mais même parmi les plus notoires, c'est toujours sur les femmes que portent les conséquences d'un closer ou d'une bagarre familiale ou d'une crise politique, etc. Je ne vais pas citer les noms, mais tout le monde les connaît. Donc la question du féminin à défendre reste toujours prioritaire. Je crois que l'idée d'émancipation concerne l'idée de liberté, qui est une liberté subjective, qui est déjà le droit de penser par soi-même, de s'émanciper de ses propres interdits et de ses propres contraintes, mais aussi de se battre pour des droits. Et donc, c'est subjectif et c'est interactif, c'est social. Et je pense qu'aujourd'hui, même si dans nos démocraties avancées, la question reste importante, je viens de le dire, le curseur s'est déplacé vers les pays émergents et d'autres qui le sont moins émergents et qui sont encore plus dans une espèce de mise en esclavage des femmes. On l'a vu récemment dans ce qui se passe par exemple en Syrie.
Mais soucieuse de ce déplacement du curseur concernant l'émancipation vers les pays émergents, j'ai créé il y a quelques années le prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes, et on l'a toujours donné jusqu'à présent, jusqu'à cette dernière année, à des femmes qui viennent des pays musulmans, qui viennent de la Chine, mais aussi de la Russie, qui viennent des pays du Maghreb et du Mashrek. Toutes ces situations méritent qu'on y pense encore aujourd'hui. Je prends l'exemple de la jeune Malala qui demande tout simplement une émancipation par la voie de l'éducation. Ça paraît simple, ça paraît évident. Elle a failli mourir parce que les talibans ont tiré dans la tête. Et nous avons donné le prix Simone de Beauvoir à cette jeune fille pendant qu'elle était encore à l'hôpital. Son père est venu prendre le prix. Après, il a eu le prix Nobel de la paix. Maintenant, l'ONU et l'UNESCO se mobilisent pour l'éducation des filles. Ce sont des grandes causes mondiales. Mais il faut que chacune se rende compte de cela. Et l'éducation des filles continue à être une question, y compris en France. Actuellement, le ministre de l'Éducation nationale se préoccupe beaucoup de l'enseignement laïque de la morale, mais une des grandes, comment peut-on dire, priorités de cette éducation laïque de la morale est la reconnaissance de l'égalité entre les garçons et les filles, du respect qu'ils se doivent et de la place à leur donner dans la vie sexuelle, dans la vie du couple et aussi dans la vie politique. Parfois, on oublie ces choses élémentaires. Évidemment, de nouvelles formes de sexualité apparaissent, le genre, les droits à l'homosexualité, etc. Ça suit son cours et parmi les nouveautés qui sont apparues, c'est à travers le mariage pour tous, c'est ce que j'appelle moi la reconnaissance de l'homoérotisme. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la plupart des sondés ont déclaré qu'ils sont pour le mariage, en tout cas pour l'union des personnes de même sexe, même si il y a eu des critiques au niveau de la filiation. Mais reconnaître le fait que le même sexe peut donner un lieu d'amour, veut dire, pour la psychanalyste que je suis, que ces sondés-là ont reconnu leur homoérotisme inconscient constitutif. Et c'est une grande victoire culturelle. À partir de là, nous arrivons à la reconnaissance de la bisexualité psychique des deux côtés de la différence sexuelle, le féminin de l'homme et le masculin de la femme. Donc tout cela veut dire que dans un couple, la bataille ou la rencontre se joue à quatre. Et plus encore, quand on est dans un acte culturel, quand on est dans un acte d'invention, que ce soit inventer une recette de cuisine ou s'occuper de ses enfants et inventer quelque chose de spécifique avec eux, et encore mieux quand il s'agit d'une œuvre. Autrement dit, dans un état de créativité, chacun invente son sexe. Et c'est la génialité permanente de chacun qui passe par cette espèce de bouquet qu'est l'individu et sa sexualité. Donc la question de la différence sexuelle homme-femme, que nous célébrons aujourd'hui en donnant avantage aux femmes, ne doit pas oublier qu'il y a toute cette mutation de la compréhension de la différence sexuelle, qui est un héritage extrêmement important des sciences humaines, de la libération et de l'émancipation, y compris féminine et peut-être justement féminine. Parce que l'émancipation des esprits va et passe et s'appuie surtout sur l'émancipation des corps. Et libérer les corps féminins, cela veut dire surtout rendre libre le choix de la maternité. Et ce n'est pas, comme on a pu penser, que les opposants à l'IVG lui disent, ce n'est pas le refus de la maternité. C'est une autre compréhension aussi de la maternité, un autre accompagnement qui nous manque également et qu'il faut travailler. Mais pour l'instant, libérons la possibilité de choisir
Et cela se fait par la légalisation juridique en tant que droit et non pas seulement comme parier à la détresse, droit fondamental pour toutes les femmes. C'est quelque chose d'essentiel. Notre génération a bénéficié de cela. Nous étions celles qui vivaient entre la possibilité ou non de faire l'IVG. Quand ça a été possible, on a vu la grande liberté que cela nous donne dans notre vie psychique, dans notre vie intellectuelle, dans notre vie politique. Maintenant, ce qui se passe, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, parce qu'il y a le débordement d'intégrisme religieux, ceci a été écarté de l'esprit de beaucoup de jeunes femmes qui n'y pensent pas, qui sont poussées par les intégristes à ne pas y penser aussi. Il y a aussi la crise qui fait qu'on fait des économies à ce niveau-là et donc les centres sont fermés. Dans ce contexte-là, il est absolument important d'insister là-dessus.